Rebonjour à toutes et à tous. Donc nous retrouvons tout de suite Aurélien Tribalier qui est responsable produit chez Iginus, donc filiale du groupe Clair Connect. Et ben, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole et puis comme depuis le début de la matinée, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à notre intervenant juste après son intervention. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aussi nombreux. Donc effectivement, l'intervention d'aujourd'hui concerne la DRU2 et notamment ses impacts sur la partie réseau d'assainissement et bien sûr sur la partie instrumentation, puisque Iginus fait partie du groupe Clair Connect et équipe les réseaux d'assainissement depuis maintenant une bonne vingtaine d'années avec des capteurs, on en reparlera tout à l'heure, autonomes et communicants. Et donc finalement cette DRU2, donc directive eaux résiduaires urbaine, vient apporter des nouveautés sur la partie transition énergétique, préservation de la ressource en eau, qui sont des sujets un petit peu nouveaux par rapport à la réglementation précédente, et vient renforcer donc ce qui était déjà présent dans la nouvelle DRU, qui est la préservation des milieux aquatiques, via l'impact, la gestion et, si possible, la diminution des impacts des systèmes de collecte, donc réseau d'assainissement et puis système de traitement, sur la qualité des milieux aquatiques. Le contexte, j'imagine que vous le connaissez pour la plupart d'entre vous, c'est l'arrêté de juillet 2015 qui a été précisé avec la note technique du mois de septembre de la même année, qui a remplacé l'ancienne réglementation de 2007. De cette réglementation, on a un secteur très important qui est la conformité ou non des systèmes de collecte, notamment en temps de pluie. Et on estime qu'aujourd'hui, environ 40% de ces systèmes-là sont non conformes. Donc non conformes, c'est les fameux 3 critères, le nombre de déversements par an, le volume déversé par an ou la charge déversée par an. Sachant qu'aujourd'hui, très majoritairement, c'est le critère volume qui est retenu pour évaluer la conformité. Et ce qui va évoluer avec cette DRU, donc, qui sera en application, en transposé en droit français normalement d'ici dans moins de 2 ans, c'est que le critère charge est pour l'instant en tout cas l'unique critère qui est présent dans cette DRU 2. Alors le critère 2%, vous inquiétez pas trop tout de suite, pour l'instant il est simplement indicatif. Parce que 2% c'est très 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 peu en termes de charges déversées par temps de pluie. Mais voilà, c'est vraiment ce changement, enfin en tout cas cette évolution qui amène vers toujours plus de mesures en ce qui concerne les charges et plus simplement sur la partie volume. Donc cette évolution de la DRU2 est très 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 nette là-dessus. Et puis elle est aussi assez nette sur les plans de gestion intégrés qui vont concerner les très grosses collectivités supérieures à 100 000 équivalents habitants et puis les collectivités un peu plus petites. Selon une liste qui sera à définir d'ici quelques temps, sur lequel les collectivités vont devoir faire des plans pour réduire les volumes et donc les charges déversées du réseau vers le milieu naturel, et puis mettre en place tous les systèmes de mesures et d'indicateurs qui permettent de justifier finalement de ces éléments. Et donc, quand on parle de ces ambitions-là et de ces réglementations-là, on est finalement dans un état d'esprit que vous connaissez probablement déjà, qui est le diagnostic permanent du réseau d'assainissement, c'est-à-dire essayer de comprendre le fonctionnement du réseau, ses dysfonctionnements, le but étant de les réduire. Donc ça, maintenant, depuis un petit moment déjà, c'est une démarche qui est obligatoire pour beaucoup de systèmes de collecte en France. Et ce système, cette analyse des déversements qu'on va appeler plus dans notre jargon l'autosurveillance, finalement, est une des conséquences, est intégrée totalement dans cette partie diagnostic permanent, qui elle-même est aussi une conséquence directe de la DRU 1 et puis à venir des conséquences de la DRU 2. Et donc finalement, quelles sont les solutions qu'on peut apporter par rapport à ces enjeux? Ça va être principalement aujourd'hui des mesures de hauteur. Avec comme je vous le disais, des capteurs et des loggers qui sont maintenant existants depuis de nombreuses années chez nous. Et puis, c'est comme ces mesures de hauteur, on va pouvoir les convertir dans certains cas en débit.
avec des capteurs complémentaires, des lois mathématiques, bref, tout un tas de choses. Et puis, on a aussi donc, la nouveauté que je vous présenterai en deuxième temps, qui est ce capteur-là. C'est donc une mesure d'activité bactérienne. C'est une innovation qui va permettre de mesurer, et donc à partir de cette mesure d'activité bactérienne, d'en déduire et d'essayer de comprendre mieux le fonctionnement et mieux comprendre aussi ce qui est déversé au milieu naturel. Et donc cette réponse Clair Connect, elle est vraiment adaptée au réseau d'assainissement, c'est-à-dire que c'est vraiment notre cœur de métier. C'est notre cœur de métier pour tous ces points-là, c'est-à-dire qu'on est des spécialistes de logueurs autonomes en énergie. On n'a pas finalement d'automates alimentés dans notre catalogue. Connecter, c'est une spécialité, c'est une difficulté, on en reparlera un tout petit peu après, grandissante au niveau notamment de la cybersécurité. C'est d'être capable de faire remonter les données au bon endroit. De le faire avec une maintenance la plus faible possible, les réseaux d'assainissement étant par définition des lieux difficiles d'accès, dangereux, etc. On essaye le plus possible d'avoir des capteurs sans contact, et quand on ne peut pas avoir des capteurs sans contact, de les concevoir dès le départ comme des produits avec une maintenance la plus faible possible, et à des coûts maîtrisés, c'est encore mieux, notamment quand on compare ces solutions-là avec des solutions d'aménagement de génie civil qui peuvent parfois être nécessaires. Et donc sur ces produits-là, donc là c'est le produit de la mesure de hauteur d'eau par radar que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Donc on a ici un capteur tout intégré qui va permettre de faire finalement plusieurs choses. Une partie, on va dire autosurveillance entre guillemets pure, c'est donc toute la surveillance des déversoirs d'orage à travers des mesures de hauteur d'eau qui peuvent être converties en mesures de durée de déversement. Pour les déversoirs les plus gros, donc on parle de supérieur à 10 000 équivalents habitants notamment, on doit être dans une mesure du volume déversé, et donc dans ces mesures-là, effectivement, on vient adapter des relations hauteur-débit, des capteurs hauteur-vitesse, de tout un tas de systèmes. On a un panel de solutions à proposer qui permettent justement de réaliser ce genre de choses. Et puis dans une partie plus débit conservé, qu'on pourrait appeler un peu diagnostic permanent, c'est le suivi des points noirs, tous les points qui vont s'encrasser. Et puis toute la mesure du débit déversé qui va permettre de comprendre tout ce qui va être eau claire parasite, essayer de quantifier ces eaux claires parasites, puisque finalement c'est bien ces eaux claires parasites, ou en tout cas si elles sont non parasites pour les réseaux unitaires, et c'est bien ces apports d'eau, que ça vienne de la partie nappe ou que ça vienne de la partie eau de pluie, qui va créer tous ces déversements et toutes ces pollutions potentielles au milieu naturel. Et donc voilà, donc système tout en un. On a ici sur la partie basse le capteur, sur le milieu la partie logger, donc pure, qui va gérer toute la mesure, et puis la partie supérieure est dédiée à la communication. Donc ici vous avez un capteur qui est capable de fonctionner pendant plusieurs années, d'envoyer ces données de façon cybersécurisée, donc à la norme EN 18031 pour la partie envoi des données, avec également la compatibilité avec les superviseurs du marché. Donc c'est pas une solution, alors c'est une solution qui peut communiquer sur nos propres services et serveurs, mais c'est bien aussi une solution pleinement compatible avec des APN privés, des remontées sur les superviseurs du marché en direct sans aucun souci, et puis adapté, comme je le disais, au réseau d'assainissement, adapté aux gaz toxiques H2S qu'on peut rencontrer, et avec une IP68 qui permet de résister aux immersions qu'on peut rencontrer. L'intérêt effectivement de ce capteur-là, c'est de pouvoir le combiner avec le capteur d'activité bactérienne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle le Node-LM. Donc jusqu'à présent, on pouvait mesurer et connecter des paramètres physico-chimiques avec le radar. On pouvait mesurer du pH, de la conductivité, des paramètres qui peuvent être intéressants au réseau d'assainissement. Et on pourra, d'ici quelques semaines, raccorder ce capteur-là et venir avoir une mesure de l'activité bactérienne pour apporter encore plus d'informations sur le fonctionnement et les déversements des réseaux. Alors, ce biocapteur Node-LM, donc LM pour Low Maintenance, qui est vraiment, finalement, voilà, dans le nom et dès la conception, c'est vraiment l'objectif, c'est d'arriver à cet objectif de pouvoir laisser ce capteur-là plusieurs semaines, plusieurs mois dans l'eau sans avoir besoin d'intervenir pour le nettoyer. L'idée est assez simple, c'est que finalement on a une membrane ici qui va être colonisée par les bactéries naturellement présentes dans le réseau, et on va mesurer l'activité de ces bactéries. Plus l'activité va être forte,
C'est-à-dire que plus les bactéries vont être dans des conditions favorables. Les conditions favorables, c'est typiquement une forte charge organique dans le réseau qui va augmenter l'activité. Si on a une dilution des eaux par un apport d'eau parasite notamment ou par des événements de pluie, on va avoir une charge qui diminue, une activité qui diminue également. Même chose si on a un toxique, un rejet non domestique d'une industrie qui se produit à un moment sur le réseau, on va pouvoir la détecter si cette toxicité induit une baisse de l'activité bactérienne. Cette baisse pouvant avoir des conséquences assez importantes sur les stations d'épuration situées en aval. Voilà, donc le design est là. Vous voyez une petite image, il y aura des photos un peu après. Donc on a un système effectivement qui permet de plonger le capteur dans l'eau. Le système étant, les matériaux étant vraiment designés pour éviter cette maintenance et permet ce type de suivi. C'est-à-dire qu'on va associer, c'est pour ça vraiment qu'on parle d'un couple entre le radar et le node. C'est-à-dire qu'on va pouvoir associer une mesure de hauteur d'eau convertie potentiellement en débit avec cette mesure d'activité bactérienne pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau du réseau, puisque effectivement on peut avoir des dysfonctionnements jusqu'à la station d'épuration. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Typiquement, c'est un exemple. C'est qu'on a sur une entrée de station d'épuration des dysfonctionnements. Donc c'est un cas réel qu'on a eu chez un de nos clients qui lui amenait des non-conformités sur la partie traitement et rejet de la station d'épuration. Et donc finalement, pour sectoriser et faire un suivi permanent de ces rejets-là, on a mis 3 nodes, une entrée de la station d'épuration et 2 autres sur différentes branches du réseau. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que si on prend la mesure de débit, là, qui est la courbe bleue, on voit rien. C'est-à-dire qu'effectivement, l'apport de toxique n'est pas suffisant en volume pour venir voir quelque chose au niveau du débit. Par contre, si on voit l'activité bactérienne, elle décroît très rapidement et très fortement. Donc là, on n'a pas de doute, on sait qu'on a un toxique qui est présent. Et quand on compare avec le node qui était placé en secteur 2, on sait que la pollution vient de ce secteur 2. Et donc ensuite, si besoin, on peut re-sous-sectoriser, mais on a ce suivi permanent qui peut être fait pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Même si vous avez des rejets toxiques épisodiques, vraiment rarissimes, et on va pouvoir les suivre, les détecter et les localiser. L'intérêt aussi de ce capteur node, c'est de pouvoir essayer de travailler avec un équivalent de charge. Alors on parle d'équivalent des BO5 en termes de charge de pollution, puis c'est ce qui est l'élément le plus retenu au niveau de la réglementation. Donc comme toute équivalence de DBO5, que ce soit fait avec de la turbidité, de la conductivité, etc., il faut bien sûr une phase de calage. C'est-à-dire qu'il faut avoir des prélèvements qui permettent d'associer à la mesure d'activité bactérienne un équivalent en DBO5. Et donc cette phase de calage, elle est réalisée avec des campagnes de prélèvement, comme vous connaissez, assez classiques. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'une fois qu'on a fait ce calage-là, on a des validations qui sont très très bonnes sur la partie bilan 24 heures. Et donc finalement, on arrive à estimer assez correctement les charges de pollution qui rentrent avec cette mesure en continu. Donc la différence, c'est quoi? C'est qu'on passe de mesures ponctuelles de bilan 24 heures qui, selon les tailles des stations d'épuration, seront plus ou moins ponctuelles, de bilan 24 heures en point de réseau qu'on ne fait quasiment pas. C'est compliqué d'aller faire beaucoup de prélèvements en réseau. Et justement, ce capteur node permet ce suivi-là. C'est-à-dire qu'on va avoir le suivi au point désiré et d'être capable d'estimer, de comprendre ce qui se passe donc en termes de charge transitée et également en termes de charge déversée. Donc l'idée, je le précise, c'est qu'effectivement le capteur soit toujours présent dans l'eau. Donc ce n'est pas un capteur qu'on va placer sur la canalisation déversante du déversoir d'orage. On va le placer au niveau du débit transité pour qu'il soit toujours dans l'eau, puisque effectivement dès qu'il n'est plus dans l'eau, les bactéries vont plus pouvoir continuer à fonctionner, et donc le signal sera à 0. Donc voilà quelques exemples, quelques photos d'installations qu'on a pu faire. Donc vous voyez typiquement un réseau d'assainissement. Donc sur du tout petit diamètre, du 200, la plus grande difficulté, ça va être de conserver quelques centimètres de hauteur d'eau pour que le capteur soit toujours en eau. Vous voyez, il faut quelques centimètres. Mais dès qu'on passe sur du réseau un petit peu plus grand, 300, 400, on sait qu'on a toujours ces quelques centimètres, donc on n'a plus de soucis. Et donc l'intérêt effectivement aussi du node, c'est que l'installation effectivement nécessite de descendre, donc nécessite une intervention CATEC. Derrière, toute la partie suivi, maintenance et nettoyage qui est nécessaire, on peut le faire depuis la surface.
Donc on n'a plus à descendre dans le regard. On s'évite beaucoup de temps et beaucoup de risques grâce à ça. Voilà, donc d'autres photos, effectivement, vous voyez, on a mis des nodes, plusieurs nodes au même endroit pour pouvoir faire des comparatifs. On l'a mis à différents endroits dans les réseaux, dans les entrées de stations d'épuration, etc., afin, avec nos clients partenaires, de pouvoir avoir le plus large panel de mesures et de retours d'expérience. Et donc finalement, les bénéfices de cette technologie, c'est alors la consommation d'énergie, effectivement, j'en ai pas parlé, elle est quasiment nulle. C'est un capteur dont l'activité bactérienne suffit pour obtenir un signal, donc qui va être, pour parler technique, 0,10 volts ou 420 milliampères. Donc c'est pour ça qu'on est compatible avec la majorité des enregistreurs et automates du marché, avec un signal 420 très classique. Très peu de maintenance, et puis l'innovation étant finalement résiduant dans cette mesure d'activité bactérienne qui est assez innovante et assez rare à trouver. Et donc voilà, comme je disais tout à l'heure, tout l'intérêt réside dans la combinaison des deux solutions, mesure hauteur, débit et mesure suivi d'activité bactérienne, qualité des réseaux et de la charge transitée dans le réseau d'eau usée. L'idée étant vraiment de pouvoir suivre, comprendre comment fonctionne le réseau et ce qui se passe au niveau des déversements. Donc là, on a parlé effectivement capteur, transmetteur, produit finalement, mais notre offre, elle est plus large que ça. Elle est basée sur une équipe technico-commerciale qui va être capable de vous accompagner sur justement ces points et cette technologie nouvelle, de pouvoir vous aider à dire voilà, quel capteur dans le panel des solutions dont on dispose pourrait convenir par rapport à l'objectif que vous pouvez avoir. Également une équipe technique spécialisée, c'est-à-dire ce qu'il faut bien voir, c'est que pour tous ces capteurs-là, mais c'est vrai pour toute la gamme, que ce soit Iginus, Hydreka, pour les marques que vous connaissez, donc la gamme ClearConnect, ce sont des gammes pour lesquelles on est créateur. C'est-à-dire que de A à Z, on participe à la conception, la création et tout le suivi de ce produit-là. Donc typiquement, que ce soit pour le node ou pour le radar, même les cas les plus compliqués, on est capable, avec l'équipe technique qui a conçu ces produits, de venir apporter des réponses aux demandes qu'ils pourraient avoir. Et voilà, juste pour faire un petit point, parce qu'effectivement, on a eu des modifications assez récentes. Donc, les marques que vous pouvez connaître, Iginus, Hydreka, font partie de la partie ClearConnect du groupe Clair. Donc, groupe Clair que vous connaissez peut-être mieux avec la marque Sainte-Lisaigne, qui est la plus connue. Voilà, donc finalement, on a aujourd'hui cette combinaison Hydreka, Iginus, qui nous permet sur les réseaux d'assainissement d'aller encore plus loin qu'avant. Sur les technologies et l'association de technologies et d'avoir un panel de solutions encore plus large à vous proposer. Voilà. Et donc pour parler de panel encore plus large, voilà, je termine juste en élargissant la présentation sur effectivement les solutions groupe, de groupe Clair. Donc on peut aller de la partie eau brute avec du comptage, la partie distribution d'eau potable, donc tout ce que vous connaissez avec l'équipe Sainte-Lisaigne, mais également toute la partie recherche de fuite, sectorisation, avec des produits Iginus, Hydreka, et jusqu'à la partie effectivement rejet derrière ce réseau d'eau potable, la partie rejet avec la partie gestion des réseaux d'assainissement. Donc finalement beaucoup de choses à découvrir. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à venir sur notre hall au stand 163, donc dans le hall 5, qui est juste à côté là-bas. Et puis, pour la partie innovation, on vous invite demain après-midi à venir au Challenge Innovation, puisqu'on y a présenté le node et on espère qu'il sera récompensé demain après-midi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc oui, rendez-vous demain à 15h30 sur le village de l'innovation. Merci pour cette intervention. On a encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez adresser à notre intervenant? Ça avait l'air très clair. Bon, n'hésitez pas, en tout cas... Ah non, c'était pas tout à fait clair. Ah. Bonjour, Maxime Boucher, comité d'agglomération Saint-Germain-Claude de Seine. J'avais une question sur la communication parce que j'ai cru voir le terme LoRa. Il me semble que c'est de la communication radio.
Est-ce que c'est fiable? Parce que nous, on est plus habitués au 2G, 3G, 4G. Et je me posais aussi la question par rapport au volume de données et possiblement aux installations nationales, parce qu'on voit la fin de la 2G, 3G. Est-ce que les ondes radio peuvent avoir le même risque? Alors oui, le risque potentiel effectivement existe sur les réseaux nationaux puisque Bouygues a arrêté le LoRa. Bouygues qui faisait avec Objet News faisait du LoRa, effectivement a arrêté. Il n'y a plus aujourd'hui qu'entre guillemets que Orange avec Live Object qui le fait. Aujourd'hui le LoRa, nous on le déploie beaucoup sur des réseaux privés. Donc des collectivités qui dévoient leur propre réseau ou certaines industries également et qui vont vouloir équiper effectivement de cartes de communication LoRa ces capteurs-là. Donc effectivement, le LoRa, son principal inconvénient, effectivement, c'est typiquement la quantité de données qu'on peut envoyer. Alors, même si on a une quantité qui est quand même assez conséquente, quand on compare effectivement avec de la 2G, 3G, 4G, bon, ça n'a rien à voir. Donc on a certaines limitations sur le LoRa. Donc c'est pour ça qu'effectivement, quand on part sur du LoRa, il ne faut pas non plus vouloir espérer faire tout ce qu'on pouvait faire avec de la 3G, 4G avant. Mais c'est un réseau, pour peu que la densité d'antennes relais entre guillemets soit suffisante, qui est fiable. Mais c'est vraiment cette qualité de communication qui est très importante, puisqu'il faut bien voir qu'il y a une grande différence entre un réseau LoRa et un réseau cellulaire classique, c'est que la qualité de communication sur un réseau LoRa va nous aussi nous définir la quantité de données qu'on peut envoyer. On n'a pas ça sur un réseau cellulaire finalement. Un réseau cellulaire, on accroche le serveur, ça passe ou ça passe pas entre guillemets. En LoRa, c'est un peu plus complexe, donc oui, ça peut être une solution intéressante, mais la qualité de la communication radio est encore plus primordiale qu'en cellulaire de mon point de vue. Voilà. Alors après, je ne l'ai pas montré parce qu'on n'a pas fait vraiment le focus sur la partie communication, mais chez Igenus, on a des cartes qui se déclipsent. Donc si vous aviez un logger Igenus en 3G, vous déclipsez la carte, vous achetez une carte 4G, vous il est passé en 4G. Si vous n'avez pas de réseau 4G sur l'endroit où vous étiez, vous la déclipsez, vous mettez une carte LoRa et vous pouvez basculer au LoRa et vice-versa. Donc ça vous permet d'avoir une souplesse, garder le même produit et basculer d'une technologie à l'autre selon le besoin ou l'évolution des réseaux. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, monsieur à ma gauche. Bonjour Aurélien, Damien Bardot de Duponant à Brest. J'avais une question sur le capteur Node. Quel est son temps de réponse? Parce que tu as montré des exemples sur des bilans 24 heures. Est-ce que sur un fonctionnement de quelques minutes ou de plusieurs heures, ça fonctionne? Ouais, typiquement le temps de réponse, il va chiffrer en minutes ou dizaines de minutes, parce qu'effectivement c'est du vivant, hein, comme tu l'as bien noté, Damien. Donc, mais c'est quand même une réaction rapide, quoi. C'est-à-dire que ça ne va pas mettre des heures à réagir, au sens où si on a un toxique qui arrive, très vite l'activité bactérienne diminue. Donc en quelques minutes, on va pouvoir le détecter. Sur une dilution liée aux zooparasites nocturnes, par exemple, ou aux eaux de pluie, effectivement, tu as un délai qui est déjà lié au fait que l'eau vienne diluer les effluents de façon décroissante. Et ensuite, la bactérie réagit. Mais voilà, on a un petit delta, effectivement, qui est dans l'ordre de grandeur de quelques minutes, effectivement. Ouais. Merci beaucoup. On peut prendre une dernière question. N'hésitez pas. Écoutez, merci en tout cas pour votre intervention. Beaucoup. Je vous invite à retrouver notre intervenant donc, sur le stand 163 Hall 5, donc pas très loin de votre lieu de focus. C'est ça. Très loin de l'entrée. Et puis merci beaucoup et bonne journée à toutes et tous. Merci, au revoir.